Bonjour et bienvenue sur cette formation en ligne sur les neurosciences de la douleur. Mon nom est Laurent Fabre, je suis enseignant au CFPCO, je suis ostéopathe. Mon domaine d'expertise, c'est la prise en charge des douleurs neuropathiques périphériques. Cet e-learning, il est transversal et est destiné à toutes les personnes qui prennent en charge la douleur. Il servira aussi de prérequis à la formation sur l'approche neurodynamique des douleurs liées aux dysfonctions du système nerveux périphérique. C'est une approche diagnostique et thérapeutique du système nerveux en thérapie manuelle. Alors, que vous soyez ostéo, kiné, podo, chiro, médecin, sage-femme, coach sportif, infirmier, masseur professionnel et tous ceux que je n'ai pas cités, vous y trouverez des éléments de compréhension pour mieux prendre en charge vos patients ou vos clients. Il y aura donc une partie commune à toutes et à tous et certaines parties spécifiques à la thérapie manuelle qui seront accessibles à tous les professionnels de santé. Alors pourquoi cet e-learning? Mais parce que la douleur, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas rester avec des dogmes simplistes pour l'expliquer ni la prendre en charge. Et l'idée de cet e-learning, c'est de vous permettre de comprendre la complexité de manière simple pour pouvoir l'aborder de manière non dogmatique avec des outils concrets et pratiques au cabinet. Dans tous les domaines de traitement de la douleur, que ce soit kiné, ostéo, podo, et médecin, etc., on a découvert par empirisme des façons de soulager nos patients qui fonctionnent. Malheureusement, les modèles explicatifs sont souvent devenus des dogmes assez simplistes qu'on continue à véhiculer. Et ces dogmes, ils nous enferment dans un modèle biomédical où le patient est un objet qu'on doit réparer et à qui on doit trouver des lésions. Alors pour trouver des lésions, par exemple, on propose généralement à 50% des patients lombalgiques des imageries inutiles, ou pour réparer ces lésions, en Hollande, par exemple, c'est 2 tiers des lombalgiques à qui on conseille de la chirurgie. Aux USA, c'est 13 milliards de dollars par an la chirurgie pour les lombalgies, alors qu'il n'y a aucune preuve que ça fonctionne. On prescrit aussi encore des tractions lombaires, du TENS, des ultrasons, alors que les guides de recommandation de bonne pratique le déconseillent. En thérapie manuelle, on parle encore de vertèbres qui sont déplacées, on replace, on débloque, on trouve des bassins asymétriques alors que les études montrent que ça n'existe pas. Et probablement que les pairs de la thérapie manuelle, avec les connaissances d'aujourd'hui, tiendraient probablement notre discours, et la meilleure façon de leur rendre hommage, ce serait de garder un esprit critique. Alors, les découvertes en neurosciences des 15 dernières années, elles nous apportent un prisme de compréhension de la douleur qui nous permet de valider ou d'invalider certains modèles explicatifs. Et ce nouvel éclairage et la compréhension des mécanismes neurophysiologiques vont nous permettre d'adapter notre pratique clinique, que ce soit diagnostique ou thérapeutique. Donc l'acquisition de ces nouvelles connaissances, la compréhension de cette complexité, elle nous permet de changer notre compréhension de la douleur, de simplifier notre approche, et vous n'aurez plus besoin d'être responsable de trouver la bonne lésion ou la cause pour soulager vos patients. Cette nouvelle compréhension, elle vous permettra de vous rendre plus confiant. Pourquoi? Parce que vous serez moins enfermé dans des dogmes simplistes culpabilisants. Et donc du coup, cette approche permettra aussi de vous renforcer, mais de renforcer votre patient. Parce qu'un praticien plus confiant, c'est un patient plus confiant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va réviser comment fonctionne le système nerveux. Il y aura une étape où on parlera de nociception et de douleur. On va essayer de comprendre les mécanismes, les différents mécanismes périphériques et centraux. Et enfin, on regardera comment prendre en charge les patients en fonction des différents modèles et comprendre l'intérêt de la thérapie manuelle dans la prise en charge de la douleur. Comment on va le faire? Il y aura un premier bloc qui sera un bloc de neurosciences, dans lequel il y aura, douleur versus nociception, qu'on va voir juste après. On parlera, on définira ce que c'est que la nociception, on parlera de sensibilisation périphérique, il y aura un chapitre sur la modulation de la nociception, un chapitre sur la sensibilisation centrale, on parlera un peu de neuroplasticité et enfin, on verra comment ça fonctionne au niveau de la matrice cortico-corporelle, c'est-à-dire du tout, que ce soit le système nerveux central avec le reste. Une fois qu'on aura vu ces mécanismes, on essaiera de les reconnaître en clinique et on parlera des 3 grands types de douleurs, qui sont la douleur nociceptive, la douleur nociplastique et la douleur neuropathique. Et puis ensuite, on parlera prise en charge de la douleur. Pour ça, on introduira la différence entre le modèle biomédical et le modèle biopsychosocial. On verra quelle est l'évolution du modèle biopsychosocial. On parlera d'alliance thérapeutique. Il y aura un chapitre spécial sur les trucs et astuces de l'alliance thérapeutique. On regardera les effets physiologiques de la thérapie manuelle et ensuite, on décidera de quelle stratégie thérapeutique on peut mettre en place avec tout ce qu'on connaît.
Et enfin, le dernier chapitre, qui est le chapitre sur le tissu neuroméningé, et qui est celui-ci, qui est le chapitre qui est spécifique au cours en présentiel. Alors, on va commencer le chapitre de nociception versus douleur, mais comme c'est la mode en neurosciences, je voudrais vous parler d'abord de René Descartes, qu'on a l'habitude, si on veut être à la mode en neurosciences, de ridiculiser sa pensée dualiste. Alors, je vais paraphraser les paroles de Stanislas Dehaene dans le Code de la conscience, que je vous conseille de lire, qui dit que Descartes était un scientifique visionnaire dont les analyses mécanistes de l'esprit humain, très en avance sur leur temps, peuvent être lues aujourd'hui comme le texte fondateur de la biologie synthétique, de la modélisation des réseaux neuronaux. En gros, on peut dire merci à René Descartes, parce que c'est grâce à lui qu'on a compris beaucoup de choses en neurosciences, spécialement quand on regarde le traité de l'homme. Et si vous regardez les explications de la vision et de l'action, qui vont résulter d'une géométrie des connexions entre l'œil et la glande pinéale. La glande pinéale, c'est cette petite glande ici, euh, avec les muscles du corps, en fait. Ou alors, si on regarde un peu comment il a envisagé la mémoire comme une modulation de connexion, et là, on voit avec des petits trous, comme s'il y avait un appareil qui faisait des petits trous dans quelque chose et qui garde en mémoire. Ou enfin, comment il explique les fluctuations de la conscience avec des variations de pression des esprits animaux sur la glande pinéale, où là, vous avez la conscience et la veille, et ici, vous avez le sommeil. Et donc, si c'est la grande mode en neurosciences de critiquer le discours de la méthode, eh ben, faut juste prendre conscience que le dualisme cartésien, c'était pas la fantaisie d'un bigot. Tout d'abord, il reposait sur énormément d'arguments logiques, notamment qui affirmaient l'impossibilité qu'une machine puisse jamais imiter la liberté de l'esprit humain. Et enfin, cette séparation mécanistique du corps et de l'esprit, elle a quand même permis à notre science de rattraper les siècles de retard. Et si vous lisez un peu dans le traité de l'homme, il montre bien effectivement cette dualité de l'âme et du corps, mais c'est surtout que ce qui montre que ces substances sont unies l'une à l'autre pour former et composer l'être humain. Alors, dans la douleur et la nociception, tout a commencé effectivement par la mise en place d'un système de causalité linéaire entre douleur et lésions tissulaires, et c'est dans ce même traité de l'homme, paru à titre posthume, qu'on attribue à Descartes cette causalité linéaire. Effectivement, il va décrire des récepteurs dans le pied qui vont réagir au feu. Ça va créer une augmentation de pression dans le tuyau. Il y a un filet qui va s'ouvrir et qui va donner une action de retirer le pied pour éviter de se brûler. Et donc, cette causalité linéaire, elle a été suivie par plusieurs scientifiques, notamment von Frey, qui a amené la théorie de la spécificité. On verra ces théories dans l'e-learning. Et donc, effectivement, il a trouvé qu'il y avait plusieurs modalités spécifiques, soit au froid, soit au chaud, soit à la douleur, et que ces modalités spécifiques, eh ben, elles allaient coder dans des voies spécifiques, distinctes, qui allaient se projeter au niveau du cerveau. Et donc, il y a des récepteurs spécifiques à la douleur qui envoient une impulsion dans un deuxième neurone spécifique à la douleur. Et donc, cette vision de causalité linéaire, elle s'inscrit dans le modèle biomédical qui suppose que s'il y a une douleur, il faut trouver une lésion et il faut réparer cette lésion pour traiter la douleur. Alors, le problème, c'est que ça soulève plusieurs questions. C'est un, qui peut réparer la lésion? Est-ce que c'est le praticien? Et donc, du coup, c'est le praticien qui est responsable d'enlever la douleur, ou alors c'est le patient qui va être coupable si ça va pas mieux, en fait. Et le patient, ben, lui, du coup, il y a un problème d'autonomie, quoi. Et puis, dernière question que ça soulève, c'est si on ne trouve pas la lésion, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, ben, par exemple, dans la douleur du membre fantôme, dans l'algo-hallucinose, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la personne qui exprime une douleur sur un membre qui est plus là. Premier point important dans la douleur, c'est qu'elle est toujours réelle, quelle qu'en soit la cause. Donc ça, c'est une expérience de psychologie cognitive avec des gens à qui on met un casque d'électroencéphalogramme sur la tête et on dit aux patients que c'est un stimulateur d'intensité d'onde qui est supposé envoyer des chocs électriques et qui peuvent créer de la douleur. Donc, en fait, on fait croire aux patients qu'ils vont avoir un casque qui peuvent leur créer des ondes électriques qui leur créent de la douleur. Donc, les patients vont être prévenus, ils vont être au courant du changement d'intensité. Et on se rend compte que quand on augmente l'intensité du stimulateur, eh ben, les patients ils décrivent une augmentation de la douleur.
Sauf que le stimulateur, il peut envoyer de l'intensité de l'électricité, effectivement, donc c'est sur la ligne marron, c'est la courbe marron que vous voyez. Mais si on fait croire au patient qu'on lui envoie du courant, eh ben, ça augmente aussi, et c'est la courbe en rouge que vous voyez. Et statistiquement, il n'y a pas de différence significative entre ces deux courbes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on dit aux gens que l'appareil leur enverra pas de courant électrique, alors qu'ils ont déjà expérimenté l'expérience d'avant, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu des courants électriques, eh ben, ils vont quand même décrire de la douleur parce qu'ils voient l'intensité augmenter, alors qu'on leur dit, mais non, c'est soit un réglage, mais il n'y a pas d'intensité dans le casque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette expérience, il n'y a aucune lésion ni stimulation de voie nociceptive, et pourtant, les gens expriment de la douleur bien réelle. Donc la douleur, elle existe bien sans lésion. Alors, autre point, est-ce que s'il y a une lésion, ça veut dire que j'ai mal? Bah, si on regarde aujourd'hui les études observationnelles, pour les anomalies radiologiques au niveau lombaire, c'est pas ce que ça nous dit. Ça, c'est une grosse méta-analyse. Il y a 11 chercheurs, 3 bases de données. Ils ont pris tous les textes entre 1946 et 2014 sur plus de 3110 patients qui n'ont pas mal au dos, c'est-à-dire des patients qui sont asymptomatiques. Et donc, ils ont fait des imageries et ils ont répertorié toutes les anomalies radiologiques sur ces personnes asymptomatiques. Et on se rend compte eh ben, que des pathologies dégénératives au niveau de votre disque, par exemple les discopathies, à 40 ans, c'est 70% de la population, à 70 ans, c'est 90%, et même chose pour les protrusions discales, à 50%, à 40 ans, pardon, 50% de la population a une hernie discale sans douleur. Alors, c'est identique pour les autres articulations. Si on prend l'exemple des genoux et qu'on compare deux populations, en bleu, c'est les gens qui ont de la douleur au genou, en rouge, c'est les gens qui n'ont pas de douleur. Les petites barres vertes, c'est les petits P. Donc, plus ils sont grands, moins il y a de différence statistiquement significative entre les groupes. Et en l'occurrence, si vous regardez, il n'y a aucune différence statistiquement significative entre chacun des groupes. Si on prend par exemple les lésions méniscales, eh ben, dans cette étude, on voit même que c'est les gens qui ont pas mal au genou qui ont plus de lésions méniscales. Il n'y a pas de différence statistiquement significative non plus pour les atteintes de cartilage, et en fait, toute anomalie confondue, que ce soit au niveau ménisque, cartilage, géote sous-chondrale, ostéophyte, pas de différence statistiquement significative. Maintenant, quand on fait ça aussi sur les épaules et qu'on compare la population générale par rapport à une population asymptomatique d'épaule, eh ben, on se rend compte que la prévalence des anomalies de coiffe, elle est assez élevée chez les personnes asymptomatiques pour dire que on ne peut pas faire la différence entre un vieillissement naturel ou une atteinte symptomatologique. Par exemple, à 80 ans, eh ben, c'est 70% de rupture de coiffe. Et pourtant, on n'a pas 70% des personnes de cet âge-là qui se présentent des épaules douloureuses dans nos cabinets. Ça, c'est une iconographie que vous pourrez trouver, dont vous pourrez retrouver les références sur le blog qui résume l'éditorial de Peter O'Sullivan et Jeremy Lewis de juin 2018. Et ça montre que ça touche toutes les articulations, au niveau des membres inférieurs, des atteintes de plaques plantaires, la périostite, sur les genoux, sur les hanches. Il y a 2 revues sur les lombaires et les épaules. Il y a une autre revue sur les anomalies cervicales. Bref, on a tous des anomalies structurelles alors qu'on n'est pas tous douloureux. Donc le vieillissement de la structure n'est pas une anomalie qui doit déclencher forcément de la douleur. Toutes les articulations. Alors, on a vu que on peut avoir mal sans lésion. On peut avoir des lésions sans avoir mal. Maintenant, troisième question, c'est est-ce que si on a des lésions, on va avoir mal? C'est-à-dire, est-ce que ces lésions sont des facteurs prédictifs? Donc, si on regarde, par exemple, donc ça, c'est des études qui ont été, mais elles ont été faites sur plusieurs articulations. Je vous donne juste les épaules et les hanches. Mais si on prend les études sur les épaules, eh ben, sur les populations sportives, tout âge confondu, on a presque un quart de la population asymptomatique qui présente une rupture de coiffe. Sur les athlètes professionnels, c'est un peu plus élevé, c'est 40%, et ils ont suivi ces athlètes professionnels, sur des athlètes qui font du lancer, notamment des baseballeurs, et ils ont suivi pendant 5 ans, et il n'y a aucun avec sa rupture de coiffe qui déclenche des douleurs. Ils ont suivi aussi des hockeyeurs au niveau des hanches, donc c'est des hockeyeurs qui sont asymptomatiques. Ils présentent tous des anomalies de la hanche. Et même chose, ils ont suivi la cohorte pendant 4 ans et aucun déclenche de douleur de hanche. Donc si on a une lésion, ce n'est pas prédictif d'apparition de douleur. Autre point, est-ce qu'il existe un rapport effet-dose? C'est-à-dire, est-ce que si plus j'ai mal, plus la lésion est grave? Donc là, il y a 2 cas qui sont répertoriés dans le British Journal of Medicine.
C'est le cas d'un ouvrier qui tombe sur un clou qui est amené aux urgences à l'agonie. On lui donne 2 antalgiques puissants, dont un morphinique. Et quand il sent moins de douleur, on lui enlève sa chaussure pour se rendre compte qu'en fait, le clou, il est passé entre 2 orteils sans aucune atteinte tissulaire. On appelle ça une amplification somatique. Le second cas, c'est un charpentier. C'est complètement à l'inverse. Il a son pistolet à clous, il dérape, il se prend son pistolet dans la gueule, il perd le clou, il cherche son clou, il ne le trouve pas. Du coup, il reprend un autre clou, il finit son boulot et il arrive 6 jours après chez le dentiste en disant qu'il a mal à une dent et qu'il doit avoir une carie. Le dentiste, il regarde le palais, il dit on va peut-être faire une radio et on avait retrouvé le clou. Donc là, il y avait une énorme atteinte tissulaire grave et il y avait très peu de douleur. Donc 2 cas opposés où pas de lésion, énormément de douleur, et dans l'autre, grosse lésion, pas de douleur. Après, vous avez plein d'autres cas. Je vous invite à regarder la vidéo de Bethany Hamilton, le lendemain de Noël, qui se fait croquer par un requin. Mais l'étude intéressante, c'est une étude qui a été répertoriée dans les services d'urgence, où ils ont essayé de corréler l'intensité de la douleur au moment de la blessure, en fonction de la gravité de la blessure, en fait. Donc, ils ont répertorié donc, ces gens qui s'étaient blessés. 40% avaient aucune douleur, 40% avaient trop de douleur par rapport à la blessure qui était minime, et il y avait à peu près que 20% où c'était jugé adéquat le niveau de douleur et la blessure. Ça, c'est un graphique qui provient de Louise Gifford dans Aches and Pain et qui a été repris dans une vidéo de Lorimer Moseley qui explique le rapport entre la douleur et la blessure. On a bien vu que la douleur ne mesure pas l'état des tissus. Et donc, par exemple, sur ce graphique, on voit bien que dans le début du graphique, on peut avoir énormément de douleur sans forcément de blessure. Et ça peut être l'exemple de si vous pincez très fort là maintenant, ça va vous faire mal. Pour autant, vous n'avez pas arraché votre peau. Même chose, si vous prenez de la glace très rapidement, vous allez avoir mal à la tête et il n'y a pas forcément de rupture d'anévrisme. Mais de temps en temps, la blessure peut être très grave et pour autant peu de douleur. Et vous avez peut-être vu ce film de Forrest Gump où il se prend une balle dans la fesse en croyant que c'est une guêpe qui l'a piqué. Et ça, c'est l'exemple d'un vétéran à qui on a retrouvé 60 ans après une balle dans son cou. Il avait senti qu'il s'était fait blesser au moment de la blessure. Il pensait que la balle était ressortie, mais finalement, il a gardé sa balle dans son cou pendant 60 ans. Et si on regarde le dernier exemple, c'est celui de l'entorse. C'est-à-dire qu'une entorse, ça peut arriver dans un contexte. Donc, si vous marquez un but, vous marquez un essai au rugby, vous n'allez pas forcément avoir de la douleur. La douleur, elle va peut-être arriver déjà après. Mais si on regarde surtout l'évolution de cette entorse, généralement, ça va faire mal pendant 2 semaines. Et puis après, ça va de mieux en mieux. Et généralement, on n'a plus de douleur avant la guérison et de la réparation tissulaire complète. C'est-à-dire que généralement, pour une entorse, c'est 6 semaines de réparation. Donc, il n'y a vraiment pas de mesure de l'état des tissus. Donc, si on reprend toutes les études sur la structure et la douleur, est-ce que la structure est liée à des problèmes de douleur? Que ce soit au niveau des articulations dicapophysaires, au niveau des disques, enfin, au niveau de l'isthme, au niveau des lysismiques, au niveau des protrusions discales, au niveau des géodes intraspongieuses, au niveau des compressions nerveuses, c'est-à-dire que les compressions nerveuses, si la structure comprime les nerfs, ce n'est pas forcément corrélé à la douleur, à tel point que 4 à 17% des compressions nerveuses sont asymptomatiques. Et que ces compressions nerveuses soient foraminales ou centrales, la sévérité de la compression n'est absolument pas corrélée à la sévérité de la douleur. La seule chose qu'on peut corréler un peu, c'est le modique de type 1, surtout. On en reparlera de ce modique dans le séminaire sur les prises en charge des douleurs lombaires et des irradiations dans le membre inférieur. Mais ces atteintes, si elles sont corrélées, elles sont beaucoup plus corrélées surtout au tabac et à l'obésité qu'à la douleur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la douleur, c'est pas associé ni à une lésion, ni à un dommage tissulaire, ni forcément à de la nociception, et on le reverra dans le chapitre nociception avec les études électrophysiologiques. Et c'est surtout que les problèmes de structure, ça prédit pas l'arrivée de la douleur. Les experts parlent même de rides ou de cheveux blancs. Ils disent que ce n'est pas des anomalies, c'est plutôt les rides de la vie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, si vous pensez que ça peut rendre service à un confrère ou un patient, je vous remercie de liker ou de partager cette vidéo. Si vous avez vraiment aimé et que vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous pour la suite de cet e-learning disponible sur le site du CFPCO. Et vous pouvez me retrouver aussi en suivant les capsules vidéo gratuites ou lors des soirées conférences
ou le séminaire que j'anime sur la prise en charge des douleurs neuropathiques. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.